Je pensais que j'en avais fini avec ça là, avec tous ces dramas. Je pensais que la mésaventure de Nox allait décourager les gens de m'attaquer pour un oui ou pour un non. Et j'avoue, je me suis détendu. Je me suis dit que j'allais partager avec vous du contenu agréable, que j'allais fêter avec vous l'anniversaire de mon petit garçon, en investissant pour lui de quoi préparer son avenir financier. Mais même là-dessus, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de m'attaquer. Et oui, car je suis tombé sur cette vidéo. Et si j'en crois le titre et la miniature, j'ai comme l'impression que ce trader veut qu'on se la donne. Ne vous emballez pas, l'introduction que je viens de vous faire, c'était pour créer artificiellement de la tension, et je vais vous donner le vrai contexte de cette vidéo. La vérité, c'est que j'ai harcelé ma communauté sur Telegram pour leur demander de répondre à ma vidéo. J'ai regardé toutes ces vidéos, ça va me permettre de pratiquer la dialectique sur un sujet qui me passionne, ça va nous permettre de faire de la pédagogie sur le sujet de la finance, et surtout, comme cette expérience a l'air de fonctionner, cette expérience où je vous demande de faire des vidéos, de me prouver que j'ai tort, eh bien, on va reproduire cet exercice sur d'autres sujets, parce que j'ai l'impression que c'est un bon moyen de vous pousser à vous lancer. Ceci dit, et sans transition, vous voyez peut-être que j'ai mis mon plus beau t-shirt Dark Vador. Parce que c'est ça, la question. Je vais essayer d'être sympa, mais combien de temps vais-je résister au côté obscur ? Mon interlocuteur, Lorenzo, commence sa vidéo par le récit qui est celui de beaucoup de militants pro-crypto. Comment s'est comportée la masse monétaire en dollars? Pareil, je pars il y a 20 ans environ, hop, et je trace avec mon petit outil, et je vois qu'on a eu quasiment 300% de hausse de la masse monétaire en dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont imprimé des billets comme des gros bâtards, et qu'il y a un tsunami monétaire qui est arrivé sur tout le monde. Donc grosso modo, les 300% de hausse sur la masse monétaire, c'est 300% qu'on va retrouver dans l'inflation. Ça met toujours un petit peu de temps, mais en gros, le coût de la vie va augmenter de 300%. Et donc, soudainement, le plus 400% qu'on a fait en investissement, il fait beaucoup moins rêver parce que ça montre que la plupart des gains vont se faire bouffer par l'inflation, tout simplement. La masse monétaire a considérablement augmenté, donc l'argent ne vaut plus rien, donc il faut fuir le système monétaire traditionnel, et peut-être même le système financier traditionnel, mais ça tombe bien, regarde, voilà un magnifique projet crypto à haut potentiel, t'inquiète, j'ai lu le livre blanc. Et ça sera pareil sur Google, ça sera pareil sur Apple, ça sera pareil sur Microsoft, sur les ETF, tout ce qu'il veut. S'il va chercher seulement du 10-12% de croissance par an, ça fera pas une réelle différence pour son enfant, parce que dans 20 ans, le coût de la vie aura augmenté, et même s'il a 5 fois plus d'argent que maintenant, si le coût de la vie est 5 fois plus cher, il aura strictement rien gagné. J'ai toujours trouvé ce récit un peu absurde. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète une action ? On achète une partie d'une entreprise. Et que fait une entreprise quand les matières premières augmentent, quand il y a une pression pour l'augmentation des salaires ? Elles augmentent les prix de leurs produits et de leurs services. Donc, quand tu investis dans une bonne entreprise qui a du pricing power, tu protèges ton capital de l'inflation. Et là, tu peux me dire, oui, mais imagine que tu mettes ton argent dans une entreprise qui est hyper surévaluée. Mais c'est ça l'intérêt d'investir dans le monde de la finance régulée, parce que contrairement au monde des cryptos où on est toujours en train d'acheter un chat dans un sac, tu sais ce que tu achètes quand tu achètes une action. Tu as par exemple l'indicateur du PER qui te permet de rapporter le prix auquel tu achètes ton action au bénéfice de l'entreprise. Et ensuite, tu peux prendre cet indicateur pour le comparer aux autres entreprises du secteur ou pour le comparer au marché dans son ensemble. Et là, quand on prend par exemple le PER du SP500, eh bien certes, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne historique, mais on est très loin d'une bulle. Et là, oui, aujourd'hui, on a le nez sur l'inflation, mais je te rappelle que notre horizon est un horizon de 20 ans. Il peut s'en passer des renversements de conjectures économiques en 20 ans. Peut-être d'ailleurs que dans quelques mois, on ne parlera plus d'inflation mais de déflation. Et je ne vois pas de meilleur actif pour surfer sur les différents cycles de l'économie que les actions de bonnes entreprises. Mais surtout, ce que je trouve le plus aventureux dans le raisonnement de mon interlocuteur, c'est il va y avoir de l'inflation, donc il faut se protéger avec des cryptos. Mais qu'est-ce qu'on connaît du comportement des cryptos en période d'hyperinflation ? Absolument rien. Parce qu'à l'époque du dernier épisode d'hyperinflation, les cryptos n'existaient pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les méga caps dans le monde des cryptos, les cryptos comme le Bitcoin ou l'Ether, ont eu jusqu'à maintenant une corrélation quasi parfaite avec le Nasdaq, ce qui tend à montrer jusqu'à présent que les cryptos n'ont jamais joué ce rôle de valeur refuge qu'on leur attribue.
Venons-en maintenant à la manière dont Lorenzo organiserait son portefeuille pour investir 1000 euros. Je vous rappelle d'abord comment j'avais organisé le mien. J'avais mis 60% de mon portefeuille dans des ETF et les 40% restants dans des méga caps de la tech américaine. Voilà ce que serait la plus grosse position dans l'hypothétique portefeuille de Lorenzo. Donc personnellement, si j'avais seulement 1000 euros à placer sur une épargne, j'irais sur des choses qui sont assez liquides et assez risquées, mais sur lesquelles on a vraiment des gros potentiels de hausse. La crypto-monnaie, pour moi, qui a le plus de potentiel, c'est FTT. FTT, pour la faire vraiment très courte, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore beaucoup décollé, qui a seulement 5 milliards de market cap. C'est vraiment très peu. Pour donner un peu de perspective, Bitcoin en a 800 milliards de market cap. Donc on a encore beaucoup de croissance à aller chercher, même si évidemment on rattrapera jamais Bitcoin, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et voilà maintenant la justification qu'il donne pour ce choix. C'est une crypto-monnaie qui va être soutenue sur le long terme par une pression acheteuse, puisque FTT, c'est la crypto-monnaie d'une plateforme qui s'appelle FTX. C'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, donc c'est une des plus grandes du marché. Et comment est-ce que ça fonctionne, une plateforme d'échange? Tout simplement, ils vont prélever des frais sur les trades qui vont être effectués sur la plateforme. Avec ça, ils vont se faire des revenus, mais ils vont utiliser 33% de ces revenus pour racheter du FTT, qui est la crypto-monnaie de leur plateforme, et la détruire. Donc ça fait une pression acheteuse qui est constante, avec une offre qui va diminuer un petit peu. Quand on entend ça, on pourrait se dire qu'à première vue, ça se tient. Mais je vous rappelle que l'arbitrage qu'on doit effectuer, c'est est-ce que j'investis mon argent dans des leaders mondiaux de la tech, ou alors est-ce que j'opte pour un obscur projet qui pourrait exploser si toutes les planètes du métaverse s'alignaient? Premier argument de Lorenzo pour justifier ce choix, il va y avoir une pression haussière sur cette crypto parce que le projet consiste à diminuer le nombre de parts au fil du temps. Mais ça, dans la finance traditionnelle, ça s'appelle le shares buyback. Ça, c'est le nombre d'actions Microsoft en circulation depuis 2010. Donc, quand vous achetez Microsoft, la part de l'entreprise que vous possédez augmente au fil du temps. Et dans le même temps, vous avez d'autres petites choses sympas comme le dividende qui lui aussi augmente d'année en année. Et un dividende, c'est pas t'inquiète, un jour je te rapporterai de l'argent parce que tu me revendras en faisant un x10. Non, c'est gling, de l'argent sonnant et trébuchant tous les trimestres. Donc, en achetant Microsoft, la part de l'entreprise que vous possédez augmente au fil du temps. Vous avez également un revenu qui augmente au fil du temps, et quand vous regardez le cours de l'action, vous avez également votre capital qui devrait avoir une croissance assez sympa. Et là, ce que je vous ai donné pour préférer un géant de la tech à une crypto, ce n'est rien à côté de mon argument principal. À quoi sert le produit que vous achetez? Parce que c'est ça la question que vous devez vous poser quand vous avez un horizon de 20 ans. Est-ce que la boîte que j'achète, est-ce que ce que j'achète va continuer de régler des problèmes importants, va continuer d'offrir des services utiles aux gens dans 20 ans? Et quand Lorenzo parle de l'utilité de la crypto-monnaie qu'il met en avant, ça me semble assez ténu. Et en plus de ça, c'est une crypto-monnaie qui, dès lors qu'on la possède, on possède plusieurs avantages sur la plateforme, comme des frais réduits, etc. Donc c'est une crypto-monnaie qui a une vraie utilité, qui n'a pas encore beaucoup décollé, qui par contre est la crypto-monnaie d'un exchange qui lui a déjà beaucoup décollé puisqu'il a des grosses parts de marché. Donc cette crypto-monnaie est utile parce qu'elle est connectée à une plateforme dans laquelle des gens s'échangent des crypto-monnaies. Je suis désolé, mais quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre mon petit cousin qui me dit « L'armure que je viens d'acheter dans League of Legends est super utile parce que quand on m'attaque avec du feu, les membres de ma guilde récupèrent des points de magie. » Il faut être sérieux 2 minutes, l'utilité dont on parle est très locale et surtout elle est très spéculative parce que pour que ce soit vraiment utile, ça suppose que la blockchain et la finance décentralisée finissent par servir vraiment à quelque chose et à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on en est quand même très loin. C'est un peu toujours les mêmes exemples qui tournent. Non mais imagine, un jour tu pourras acheter ton billet d'avion directement sur la blockchain. Ça veut dire que tu ne pourras pas te le faire voler. Il y aura une preuve irréfutable que tu en es le propriétaire. Non, mais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est déjà fait voler un billet d'avion? Et quand bien même ça existerait, est-ce que c'est vraiment un problème capital? Je pense donc que des boîtes comme Apple, comme Google ou comme Microsoft vont continuer dans les décennies à venir d'être plus utiles à plus de monde que cette crypto dans laquelle tu proposes d'investir la plus grande partie de ton capital. Mais libre à toi d'investir en mode YOLO. Ça peut très bien marcher, d'autant plus que Lorenzo a un plan. Pour moi, c'est vraiment pas délirant sur seulement 2-3 ans d'aller chercher du x5, x10 sur FTT. Et donc, ça détruit réellement toute la rentabilité qu'on peut aller chercher sur des investissements qui sont plus traditionnels, comme du S&P 500, comme du Apple, etc. Et donc, simplement, investir maintenant, sortir dans 2, 3, 4 ans, prendre les bénéfices et aller investir sur autre chose. On refera le point d'ici là, dans quoi est-ce qu'il faudra investir.
Et là, quand on entend ça, on peut penser que c'est facile. Bon ok, on va acheter quand c'est bas, on va attendre que ça monte, on va revendre, et puis on va acheter un truc qui est bas en attendant que ça monte. Mais vous imaginez le nombre de choses qui peuvent rater dans un plan comme ça? Déjà, il faut que quand il achète sa crypto, elle soit pas surévaluée. Et ça, en fait, il ne sait rien si c'est surévalué ou pas parce que la crypto n'a pas de valeur intrinsèque. Il faut deuxièmement que la crypto monte effectivement. Et ça, c'est pareil. Rien ne permet de savoir si cette crypto va monter ou aller à zéro d'ici 3 ans. Et quand bien même les 2 premières étapes fonctionneraient, il faudrait encore, au moment où il vend et où il rachète, qu'il y ait de bonnes opportunités. Parce que sinon, tout le reste n'a servi à rien. Et c'est bien parce que je ne me crois pas plus intelligent que le marché, que j'opte pour un mix entre des ETF et des méga caps de la tech. Après, peut-être que Lorenzo est un génie de la finance et je vais donc écouter la suite de son plan avec attention. Ensuite, le deuxième investissement que je ferais, ça serait pourquoi pas du Air Liquide. Air Liquide, je mettrais un petit 10% du portefeuille dans du Air Liquide parce que ouais, faut bien quand même un petit truc qui a de la croissance tranquille et chiante, mais pourquoi pas. Air Liquide, tout simplement, on sait que c'est une entreprise qui est bien gérée, l'État n'est jamais intervenu dedans, ils ont une tendance haussière depuis très longtemps, il y a des beaux gains à aller chercher, il n'y a pas beaucoup de dividendes, ça ne fait pas vraiment rêver, mais avec les grosses crises énergétiques à venir, les entreprises du secteur, on peut penser qu'elles vont vraiment bien se comporter, et de toute façon, ça sera vraiment une part minime de mon portefeuille puisque ça serait du 10%, et ça, pour le coup, je pense que je le laisserai dormir pendant les 20 ans, je ne revendrai jamais, simplement je garderai les dividendes, et je les réinvestirai dans l'action Air Liquide pour aller chercher un petit peu d'intérêt composé. Pourquoi pas? J'avoue que quitte à faire du stock picking, je préfère sélectionner une entreprise plus grosse et avec de plus grandes perspectives de croissance, et c'est pour ça que j'opte pour Apple, Google et Microsoft, mais surtout, quand tu veux faire du stock picking, c'est une bonne idée de bien connaître les entreprises que tu choisis. Et Air Liquide, c'est pas dans le domaine de l'énergie. D'accord, Air Liquide produit du gaz, mais Air Liquide c'est dans le domaine de l'industrie. Ils produisent du gaz pour l'industrie pharmaceutique, ils produisent du gaz pour les fabricants de semi-conducteurs, pour le traitement thermique des métaux, pas pour faire avancer des voitures et pour chauffer des maisons. Mais là je chipote, parce que Air Liquide, en vrai, 10% d'un portefeuille, c'est pas une mauvaise idée. Non, ce qui va nous intéresser, c'est son dernier choix. Et finalement, qu'est-ce que je fais avec les 40% restants? Eh ben, je vais tout simplement les garder en dollars, et je vais pas du tout les investir. Tout simplement parce que je vais attendre d'avoir une super opportunité sur les marchés. Je vais attendre qu'il y ait un gros crash à un moment donné. Par exemple, si je regarde Total, vous voyez qu'on a eu un super crash. Hop, à un moment, on avait formé une flat en plus, donc il y avait un bon investissement à faire. Et ça, c'est de l'analyse technique. Je vais enlever un petit peu mes dessins. Vous voyez qu'ici, on a eu un énorme crash en mars 2020. Et ça, c'était un super moment pour acheter. Donc, pour pouvoir acheter, ça sous-entend qu'il faut avoir des liquidités. Donc, c'est pour ça que je garderai 40% en dollars ou en euros, en tout cas dans une monnaie fiduciaire, pour pouvoir saisir des opportunités comme ça. Il y a un gros crash comme ça sur Total, il faut vraiment pas le laisser passer. Ceux qui ont acheté à ce moment-là, ils ont déjà fait plus de 100% de bénéfices, et pourtant, il ne s'est pas passé 20 ans entre ça. Pareil pour même le Bitcoin, je sais que il y a beaucoup de gens qui sont frileux par rapport au Bitcoin. Néanmoins, vous voyez qu'ici, on a vu un énorme crash en mars 2020. Ceux qui ont racheté, ils ont racheté à 3000 balles. Maintenant, on a un Bitcoin qui a quasiment 40 000 balles, donc ça fait pareil du x10. Donc tout simplement, c'est ce que je vais m'autoriser à faire. Ça serait 50% de mon portefeuille en FTT que je revendrai après avoir pris au minimum un x5 dans 3, 4, 5 ans. Il y aura 10% en Air Liquide que je ne toucherai pas et sur lesquels je réinvestirai les dividendes. Et il y aura 40% que je garderai vraiment en liquidité pour pouvoir saisir des grosses opportunités dès lors qu'elles arriveront. Et c'est là, Lorenzo, que je me dis que soit t'es un ouf, soit t'es un génie. Et je préfère penser que t'es un génie parce que j'aime bien les success stories. Bon. Déjà, je vois une petite contradiction entre le fait que tu commences ta vidéo en nous disant que le cash ne vaut plus rien et que tu mettes 40% de ton portefeuille en cash. Mais passons. Surtout, j'ai l'impression que là, t'es sur le point d'essayer de diviner dans les courbes, comme si t'étais sur le point de nous faire une analyse technique. Tu ne sais pas dans quel sens le marché va aller, tu ne sais pas s'il va y avoir un crash, tu ne sais pas quand il va y avoir un crash. Le marché peut très bien tracer pendant des années dans l'autre sens. Tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est que tu as la certitude que garder ton argent en cash, c'est faire grignoter ton capital par l'inflation. Le reste, j'en ai bien peur, c'est une trop grande confiance dans ta capacité à prédire l'avenir. Et il y a beaucoup plus
de gens qui ont perdu de l'argent en attendant les crashs que dans les crashs. Donc en somme, voilà le portefeuille que tu nous proposes. 50% dans un truc complètement spéculatif qui peut faire x10 ou tomber à zéro, mais ça tu n'en sais absolument rien. 10% dans une action qui est bien mais il y a mieux, et 40% à la poubelle parce que surtout en période d'inflation, cash is trash. Et bah, les traders, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ceci dit, interdiction absolue d'aller enquiquiner Lorenzo. Je suis très content qu'il ait pris le temps de répondre à ma vidéo. Je le salue donc bien chaleureusement, je me suis abonné à sa chaîne et je vais continuer à suivre ses aventures. Et vous, si vous voulez participer à la discussion, c'est avec grand plaisir que je lirai vos arguments dans les commentaires. Et si vous voulez faire une vidéo sur ce sujet ou sur d'autres sujets pour qu'on ait une discussion, c'est avec grand plaisir. Et maintenant, on va mettre un peu d'argent dans des choses plus sérieuses. Il est grand temps de faire le point sur l'état de notre drama productif. Voici le rendement de la dernière vidéo, et si j'ajoute le rendement des autres vidéos de la playlist, j'avais cette fois 157,87 € à investir, 36,43 € que je mets au service d'un monde plus beau, et 121,44 € que je vais investir avec vous sur les marchés financiers. Pour ce qui est du montant de la taxe Monde Plus Beau, je décide cette fois, et c'est la deuxième fois que je le fais, de faire un don au Resto du Cœur. La dernière fois j'avais qu'une dizaine d'euros à leur donner, cette fois j'ai plus de 30 € à leur donner, et c'est l'objectif. L'objectif c'est qu'au fur et à mesure, j'ai de plus en plus d'argent à mettre au service d'un monde plus beau, pour que je puisse comme ça augmenter mon impact positif. Je suis très content d'apporter cette petite contribution au Resto du Cœur, d'autant plus que je me suis rendu compte que leur activité est beaucoup plus diversifiée que je ne le pensais. Ils font même de l'accompagnement au budget et du microcrédit. Voilà, je leur verse donc ma petite somme et j'espère évidemment pouvoir faire beaucoup plus pour eux à l'avenir. On va maintenant investir ensemble le reste de l'argent récolté, donc on va aller sur mon application, et ce que je voudrais faire cette fois, c'est investir dans mes actions qui ont le plus souffert. Alors, ça veut dire qu'on va racheter une part de SMT Microelectronics. Alors, on achète ça, on en achète une. On veut pas passer un ordre marché, on veut passer un ordre 0. Tac, et voilà, comme ça on paye pas de frais. C'est envoyé. Et l'argent qui nous reste, on va le répartir, je regarde hein, celles qui ont le plus baissé, on va le répartir entre Nvidia qui a beaucoup baissé, mais je pense que ça va continuer d'être un acteur important dans l'avenir. Donc combien est-ce qu'on a? On a 84, donc on va lui mettre 42 €. Hop, il n'y a pas de frais, c'est parti. Et puis on va ajouter ce qui reste, on va le mettre dans Starbucks. Et voilà, Starbucks qui a beaucoup baissé, mais c'est pareil, je pense que sur le long terme, ça va être une entreprise intéressante. Il me reste 42,23 €, bim, et on envoie ça, c'est dans la boîte. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez le lien sous cette vidéo vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite. Vous pourrez même, si ça vous amuse, acheter des cryptos et essayer de me démontrer que vous performez mieux que mon portefeuille avec ces choix d'investissement, mais vous commencez à savoir ce que j'en pense. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, prenez bien soin de vous, et à très bientôt dans de prochains contenus.